Eh bien, je savais qu'il était risqué de prendre la parole après un orateur de la qualité de Jacques Dubet. J'ai l'impression maintenant que c'est plus téméraire que courageux. Se plaindre de la mauvaise réputation des juristes et les inciter dans le film d'introduction à répondre invariablement, quelle que soit la question, ça dépend, c'est une performance rhétorique. Monsieur le doyen, mesdames, messieurs, parlant de courage, je voudrais d'abord commencer par saluer celui du décanat qui me fait l'honneur et qui a pris le risque de me laisser vous adresser quelques mots. Quel risque ? Celui de laisser cette tribune à un ancien étudiant de cette noble maison qui ne correspond pas en tout point à l'image que l'on se fait hors canton de notre faculté de droit. N'en déplaise aux amateurs de règles immuables, je n'ai pas été membre d'une société d'étudiants, ne suis pas officier à l'armée et n'ai pas été encarté au Parti conservateur, toute chose fort respectable par ailleurs. Par contre, je suis juriste. Même ce serait plutôt dans la catégorie, comme le dit l'adage, le droit mène à tout, à condition d'en sortir. C'est le sentiment que j'avais jusqu'à ce que je m'assoie à mon bureau pour préparer ces quelques lignes. Et j'ai réalisé qu'en fait, je n'ai jamais cessé de faire du droit d'asile, du droit administratif et du droit international public lorsque je travaillais pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, du droit du travail et du droit des assurances sociales lors de mon engagement syndical, de tout et bien plus encore, durant presque 20 ans comme législateur sur le plan cantonal où j'ai eu la chance de présider la Constituante, une aventure exceptionnelle au cœur des grandes questions constitutionnelles dans notre État fédéral, au plan national où j'ai siégé entre autres à la Commission des affaires juridiques, en m'occupant de joyeusetés comme le nouveau droit du divorce, désolé pour le résultat, le droit du non, là encore navré, il est déjà en révision. Le droit bancaire avec le développement des règles too big to fail qui a prouvé son inefficacité lors de la crise du Crédit Suisse. Ou encore la révision du droit de la SA. Et là aussi, je m'excuse, mais pas auprès de vous, auprès de mes collègues du conseil d'administration de La Poste, qui tentent à considérer que nous avons exagéré avec les nouvelles exigences en matière de transparence. Et mes lacunes en droit des cartels m'ont encore rattrapé ce mois-ci avec l'interdiction par la Commission de la concurrence de la reprise par La Poste de Quickmail, un concurrent en état de faillite virtuelle. Mais je vais rester prudent et ne saurais évidemment critiquer cette décision, connaissant les liens étroits entre la Comco et notre faculté. Pourquoi je vous raconte tout ceci ? Pas pour vous rappeler mon parcours, mais plutôt pour vous transmettre un premier message que je crois important. Vous avez la chance, par votre formation, d'être au cœur, quoi qu'il se passe, de nos vies. Là où se nouent ou se dénouent nos relations sociales. Du divorce au travail, de l'asile à l'économie, vous serez toujours là, où se joue une partie du destin de nos concitoyens et concitoyennes. Votre présence à cet endroit doit apporter un supplément d'humanité, pas uniquement une maîtrise technique ou procédurale. Un enseignant de cette école m'a transmis à l'époque la plus utile des leçons. Si au terme de vos considérations, nous disait-il, le résultat auquel vous êtes parvenu est absurde, illogique ou injuste, reprenez. Vous avez commis une erreur ou n'avez pas été assez créatif. Vous êtes là pour faciliter la vie des gens, pas pour la rendre plus compliquée encore. Que vous destiniez au barreau, à l'administration, à l'économie, à la politique, pourquoi pas, mettez l'humain au centre, tout le reste, l'argent, le prestige, la reconnaissance sociale, tout cela n'est qu'accessoire. Certains d'entre vous se disent vraisemblablement maintenant, ça c'est bien beau, mais à l'heure de l'intelligence artificielle, les leçons du passé ne sont d'aucune importance, la machine est en train de renverser la table. Alors permettez-moi d'être clair, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que les choses évoluent. ChatGPT serait reçu aujourd'hui aux examens du barreau américain. Il figurerait même dans le décile des meilleurs candidats. Et peut-être même, la machine obtiendrait-elle un master de notre faculté.
Et bien sûr, les 40 juristes et avocats qui nous appuient à la Poste travaillent avec Copilot. Nous faisons même partie d'un projet pilote avec l'Université de Stanford et quelques cabinets d'avocats globaux. Et nous utilisons depuis des années sur notre propre corpus de documents des modules de technologie extractive. La plupart d'entre vous, et je m'adresse ici, pardonnez-le, plutôt aux étudiants qu'à leurs parents, la plupart d'entre vous en connaissent plus que moi sur les avantages et les inconvénients de ces instruments de travail. Vous les avez utilisés durant les dernières années de vos études pour rédiger un paragraphe, pour traduire un document, pour vérifier vos sources. Vous risquez du reste, chers et chers collègues, d'être quelque peu surpris d'ici quelques semaines lorsque vous arriverez chez vos maîtres de stage ou dans les tribunaux, pour celles et ceux d'entre vous qui ont choisi cette voie, et que vous constaterez que vos collègues risquent d'être plus adeptes du dictaphone, des classeurs fédéraux et par chance du courrier postal que des derniers modules d'intelligence artificielle à la mode. Mais votre monde, quoi qu'il en soit, sera le monde d'après. Et j'ai une bonne nouvelle, ChatGPT ne remplacera pas l'humain et ses connaissances juridiques. Ce n'est qu'un algorithme qui calcule les probabilités que telle ou telle séquence de langage suive la précédente. Et l'augmentation des compétences de calcul du quantum computing n'y changera rien. La machine est sujette à hallucination. Le plus bel exemple d'hallucination de l'intelligence artificielle nous vient des États-Unis. Un brave homme, Roberto Matta, a été blessé dans un avion par le chariot de service poussé par un steward. Il a intenté action au titre de la Convention de Montréal contre Avianca, la société responsable. Ses avocats, sans doute stressés, ont sollicité l'aide de ChatGPT pour rédiger leur mémoire. Celui-ci a trouvé plusieurs cas similaires et en a cité les références. Intrigué, le juge, la partie adverse, ont cherché en vain les cas en question. Ils ont fini par exiger des avocats, sous affidavit, la production de ces arrêts. Interrogé à nouveau par les avocats du pauvre Roberto Matta, la machine a produit les arrêts contestés. Malheureusement pour Matta et pour ses avocats, elle a tout inventé. Les références du mémoire original, les arrêts qui ont été transmis au juge, tout a été inventé, toute la machine a été victime d'une hallucination. Les avocats, eux, ont été sanctionnés dans ce qui reste un cas qui, aujourd'hui, résonne comme une mise en œuvre. En fait, la leçon de ce cas est double. Vous devez comprendre comment fonctionne cette intelligence artificielle, apprendre à lui parler pour réduire ce risque d'hallucination. Nos juristes participent à des workshops pour apprendre à parler à la machine, pour la guider. Nous arrivons à 70 à 80% d'informations correctes. Cela signifie tout de même qu'une fois sur 5, les informations qu'elle nous transmet sont fausses, que des nuances essentielles ont été ignorées ou qu'elle a purement et simplement halluciné. Vous allez donc devoir clarifier vous-même les faits, poser votre raisonnement juridique et vérifier si les résultats livrés par l'intelligence artificielle sont corrects, s'ils correspondent à vos attentes, s'ils livrent une vraie plus-value. À la Poste, aujourd'hui, le temps que nous perdons à dialoguer avec ces machines et celui qu'elles nous font gagner est plus ou moins équivalent. Donc la bonne nouvelle, et même si nous pouvons partir de l'idée que ces machines permettront de nous faire gagner quelque temps à l'avenir, la bonne nouvelle, c'est que si vous en comprenez et en connaissez les limites, elles ne remplaceront ni les connaissances juridiques que vous avez acquises, ni votre bon sens, ni votre humanité, ni votre perception de la justice. Et c'est mon second message et c'est le même que le premier. L'humain toujours, avec la machine certes, mais encadré et au service des autres. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, je vais vous faire une confidence. Les années passées dans cette université m'ont marqué plus que je ne veux l'admettre. Elles m'ont permis d'acquérir, bien sûr, comme vous, les compétences techniques indispensables aux praticiens du droit. Mais elles m'ont surtout forcé à réfléchir aux sources, au rôle et à la légitimité de la règle de droit, à son histoire, aux principes philosophiques qui sous-tendent nos concepts juridiques. Par sa taille, par les échanges constants qu'elle permet avec les étudiants et les professeurs d'autres facultés, par son bilinguisme à cheval entre deux univers linguistiques et culturels, l'Université de Fribourg est un chaudron intellectuel qui se nourrit d'interdisciplinarité.
J'ai toujours vu Fribourg comme une faculté soucieuse de sa tradition humaniste, plutôt que comme une law school à l'anglo-saxon. J'ai la modestie de croire qu'on nous y a appris à penser et que, ma foi, les règles de procédure administrative ou pénale peuvent attendre, elles viendront toujours assez vite. Et j'ai voulu voir, comme un signe, le fait que nous n'ayons ici pas véritablement d'enseignement en sciences politiques ou en sciences militaires. C'est pour moi le gage de la prévalence en ces murs de la règle de droit sur le rapport de force. Et notre monde a besoin plus que jamais de ce message. Jamais depuis la fin de la guerre froide, il m'a paru aussi important de rappeler que l'ordre multilatéral est fondé sur le droit, pas sur la force brute. Je rentre de New York où, comme président de l'UNICEF Suisse, je participais au bureau exécutif de l'Agence des Nations Unies. De Gaza à l'Ukraine, en passant par l'Afghanistan et le Yémen, des conflits insensés jettent sur les routes des millions d'enfants, loin de toutes les garanties reconnues par la Convention sur les droits de l'enfant. Au mépris de leurs obligations, des États ciblent délibérément des civils et prennent des enfants et privent des enfants de leurs droits fondamentaux. Cette année, la moitié de la population mondiale va élire ses dirigeants. Et partout se répète le même scénario. Des représentants de ce que nous nommons pudiquement les démocraties illibérales mettent sous pression celles et ceux, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui considèrent la règle démocratique, la prééminence du droit sur la force, le respect des minorités et le multilatéralisme comme les piliers du vivre ensemble. Mes amis, avec notre éducation dans cette maison, nous avons reçu une mission. Dire que le droit et ses procédures de règlement des conflits valent mieux que la force et la guerre. Dire que ceux qui manipulent les masses, même dans les cas où ils répondent fugacement aux attentes d'une majorité, doivent céder le pas au noyau dur des droits fondamentaux. Dire qu'une nation ne saurait retrouver sa grandeur passée dans le fracas des armes. Dire aussi ici en Suisse que la collaboration ouverte avec nos voisins vaut mieux que l'isolationnisme, que notre sécurité doit être européenne, collective et négociée. Le mois dernier, lors de la commémoration en l'honneur des victimes de l'Holocauste devant le Bundestag allemand, dans le chaos des discussions sur la résurgence de la droite extrême chez nos voisins, le fils d'un survivant de la Shoah évoquait la mémoire de son père. Pour protéger ses enfants des traumatismes qui l'accompagnaient depuis cette période, celui-ci n'avait jamais parlé de ce qu'il a vécu, mais il leur avait répété un seul et même message, un seul et même conseil toute sa vie durant, un impératif moral que nous devrions tous avoir retenu des années passées à Fribourg et de l'humanisme que l'on défend dans ces murs. Sei ein Mensch. Mes amis et chers collègues dorénavant, je sais les efforts qu'il vous aura fallu pour arriver là. Les nuits de travail, l'angoisse des examens, les journées et les nuits passées dans des bibliothèques surpeuplées. Je sais aussi les fêtes, les échanges, les amitiés. Laissez-moi vous féliciter. Vous souhaitez de trouver votre voie dans le monde professionnel, de pouvoir réaliser vos projets et vivre vos rêves. Profitez de cette réalisation avec vos proches. Mais souvenez-vous d'un point. Ce jour ne marque pas l'accomplissement d'un projet, mais la naissance d'un autre. Le jour d'aujourd'hui marque la naissance d'un autre projet. Notre alma mater, par le diplôme qu'elle vous accorde, acte les compétences acquises. Mais elle vous donne une mission. C'est du moins ce que j'en ai retenu après avoir oublié tout le reste. Faire entendre l'humain au cœur de la cité dans nos activités professionnelles, dans les affaires du monde et face aux évolutions technologiques. Être des hommes et des femmes qui portent un message de civilisation. Je vous remercie.